Bonsoir à tous et très content de vous retrouver pour ces Pop Awards. Ces Pop Awards évidemment attendus par toute la haute sphère d'Hollywood et par toute la haute sphère de Rambouillet, dont je viens de décider que c'était la capitale française du cinéma. On va du coup avec nos chroniqueurs, nos invités qu'on va vous présenter dans quelques secondes, décerner un peu nos coups de cœur de l'année. Alors voilà, évidemment c'est pas, comment dire, ça va pas être les meilleurs de chaque catégorie, ça va être dans ce qu'on a vu nous, parce qu'on n'a forcément pas eu le temps de tout voir. En tout cas, quels ont été nos coups de cœur de l'année pour chacun dans les catégories séries, cinéma et comic books pour certains, parce qu'évidemment ça ne concernera pas tout le monde, parce qu'on n'est pas tous lecteurs de comic books. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon co-animateur Dylan Malone. Ah oui, Dylan, oui. comment vas-tu? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, je te reçois bien ici en Belgique, dans mon petit studio, pour parler de tout ça. Et ravi de vous retrouver, tout le monde, public, pour cette cérémonie très originale hein, que sont les Pop Awards. Pour On a inventé le récompenser nos concept coups de cœur. des awards concernant les séries ciné et tout ça. Je pense C'est que vrai. c'est jamais arrivé en fait. Il n'y Ah, a jamais non. personne qui a tenté. Si qui que ce soit tente de faire ça plus tard, on porte plainte, que les choses soient claires. Copyright. Voilà. C'est ça. Donc, Tout à fait. très ravi. Et donc, sont avec nous ce soir déjà une nouvelle tête. Donc, je vais commencer par lui. Donc, et évidemment, il a choisi un pseudo hyper simple, histoire de me faciliter la tâche, vu que c'est la première fois que je le lis. Et du coup, on accueille Romain Zika. Ça va, en fait, c'est moins pire que je pensais. Del Romain Zika. Comment vas-tu, Del Romain Zika? Bonsoir. Que puis-je dire? Je critique les séries depuis presque 20 ans sur un blog, sur Internet, et le cinéma aussi. Et du coup, merci beaucoup à Dylan de m'avoir invité, lui en premier, puis d'avoir découvert Déviant. Sofiane, Sofiane. on se rencontre. Hein, mais on je se suis rencontre. intime, alors, La magie merci est en train beaucoup, d'opérer, tout ça. Exactement, je suis très heureux. Je suis très heureux d'être là parce que ça m'a toujours plu de vouloir faire ce genre d'expérience. Donc, allons-y. Moi, je suis prêt. Fais super gaffe par contre, parce que j'ai commencé comme ça aussi à cause de Dylan. Et résultat, maintenant j'ai une chaîne et je fais des vidéos tout le temps. Donc voilà, je te préviens juste. Juste qu'on peut préciser, c'est vrai que pour ceux qui seraient intéressés, Romain du coup est intervenu sur la chaîne pour parler d'E-Responder. Ouais. The Responder. Belle petite série policière. Et le nom de ton blog? Exactement. Ça déborde de potin. CADEBORDEPOTINS. On mettra tout dans la description. Et avec nous aussi ce soir, Spider-Man Melvin, qui revient juste là du TGS du coup. Oui, qui revient de week-end sans dormir. Je sais un petit peu ce que vous éprouvez à faire vos lives jusqu'à pas d'heure. Je me sens visé. Ouais, donc oui, un petit peu fatigué, mais bon, toujours présent. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est hier sur ton live, quand je t'ai passé un petit coucou, oui, que tu m'as dit d'ailleurs, on se retrouvera demain, que j'ai appris qu'aujourd'hui, je suis sur live. Eh ben, j'ai bien fait de te dire ça, alors. T'as bien fait de me dire ça, parce que je ne sais pas si c'est à côté. Eh ben, bravo. Et avec nous ce soir, mon compagnon de podcast avec qui on a fait quelques numéros du coup sur la SF, l'ours Martin. Ça fait plaisir. Comment vas-tu, l'ours Martin? Bah écoute, moi ça va très bien aussi. Alors désolé, on voit pas ma bouille. Comme je le disais en off, je viens de m'installer. J'ai pas mal bagnodé pendant toute une année, donc j'ai été un peu moins actif niveau podcast. C'est vrai qu'on a fait des podcasts ensemble. J'espère reprendre un rythme régulier très bientôt. Enfin, je vais pouvoir d'ailleurs reprendre un rythme maintenant très régulier très bientôt. Et bah ouais, compagnon depuis longtemps de la grande aventure, même du temps des Berserkers avec mon cher Dylan. C'est ça. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de te revoir aussi ce soir et puis d'échanger avec toi, d'échanger avec vous, de rencontrer les nouveaux. Et puis voilà, d'être dans un concept original comme les Awards. C'est vrai. On avait déjà fait quelques trucs comme ça sur la chaîne, mais... Je porte plainte alors. Voilà, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est intéressant parce que pour moi, c'est quelque chose qui marque... petit bilan, ouais. Pas un petit bilan de l'année, et puis c'est juste avant les fêtes, donc c'est une saison que je pense chacun aime bien. Et bon, sauf ceux qui n'aiment pas Noël, mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà. Donc, très content d'être là, très content de partager. Et puis, je pense qu'on va passer une bonne soirée. Voilà.
Oui, et du coup, pour expliquer un peu quand même pour le public quels seront un peu voilà les différents awards qu'on va décerner, on va commencer avec les séries, je pense. Et du coup, on aura l'award de la meilleure série, du meilleur réalisateur, meilleur acteur, actrice, et pareil côté cinéma avec meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, actrice. Et on aura aussi ensuite, pour quelques-uns d'entre nous, le meilleur comics, le meilleur artiste comics et la meilleure adaptation. Donc comic book movie, comme on appelle ça dans le jargon. Les CBM. CBM. Effectivement, le terme technique, le terme latin. CBMus. D'ailleurs, comme on dit. Du coup, Dylan, je vais te laisser même t'occuper un peu de... Voilà, si tu veux parler un peu de ton actualité déjà avant qu'on commence. Oui, parle un peu de ta chaîne, ce que tu fais. Donc, ma chaîne, du coup, j'en ai 3. Déjà pour pas perdre les gens. Bientôt une 4e, non je déconne. Voilà, il y a un moment il faut s'arrêter. Donc dans les 3 forcément il y a celle-ci et du coup la principale que j'ai un peu retravaillée parce que du coup je mettais beaucoup de trucs et pour ceux qui ne savent pas, ben voilà, plaisir de rappeler que du coup je me suis lancé dans l'aventure depuis presque 2 ans maintenant en tant que réalisateur, du coup acteur aussi et auteur d'une web-série sur l'univers du Batman, donc de Batcrooks, qui se finit ici fin d'année, début 2023. 4 épisodes, il y a déjà un petit spin-off qui faisait le pont entre l'épisode 1 et 2 pour rajouter un petit peu de contexte. Donc évidemment, comme c'est la première production, il y a techniquement, on voit qu'il y a une nette amélioration. Là, j'essaie de faire au mieux parce qu'il y a des choses personnelles qui me travaillaient et sociétales dont j'avais besoin de traiter. Je vais dire qu'un ensemble de choses a fait que je pars sur cet univers-là. Et du coup, cette chaîne-là, la principale, est renommée The Berserkers Chronicles. Pour tout ce qui est écriture, vous en faites pas, tout sera remis dans la description. Et j'en ai fait une autre parce que ça me tenait à cœur surtout de parler de comics aussi davantage. Celle-ci, c'est The Berserker. Et donc, voilà, comme je viens de le dire, ce sera principalement sur l'univers du comics. D'ailleurs, sinon, il y a aussi Berserker Prime Alpha, Berserker 10, Berserker 2, le retour, électrique, le galou. Voilà. Non, mais c'est dingue, ce mec est un bourreau de travail, alors qu'il y en a plein qui en ont une, et que c'est déjà difficile à faire vivre. Lui, il me dit souvent, ah, mais j'ai trop plein de boulot, et qu'est-ce qu'il fait derrière? Il s'ouvre 12 chaînes YouTube, je sors une web-série, je fais un spin-off à ma web-série. Je fais un film. Mais allez voir, franchement, effectivement, comme il dit, c'est de la série amateur, mais il y a, en tout cas, si vous suivez Dylan depuis longtemps, on voit, ça transpire la passion, et puis franchement, c'est pas facile de se lancer dans cette aventure. Et ouais. Moi déjà, je veux tirer le chapeau pour ça, quoi. Voilà. Merci. C'est vrai que c'est très dur parce qu'on porte plusieurs casquettes, mais j'en reparlerai avec plaisir avec ceux qui seraient intéressés. Et du coup, comme j'ai dit, la nouvelle The Berserker, c'est vraiment tout ce qui me touche en termes de comics, séries, cinéma, mais principalement du coup les comics. Et d'ailleurs, la dernière qui est sortie, c'est sur un univers qu'on ne connaît pas, un petit peu Chevalier Noir, tout ça, Imposteur, un comics de cette année justement. Donc voilà, pour ceux qui s'intéresseraient, en gros, le récap. Ça doit être merci à Chriska pour la pub. Chriska qui met le lien justement voilà, pour la chaîne The Berserker Chronicles. Pour Spider-Man, je passe. Pour l'actu. L'ours Martin, je passe aussi niveau actu. Déménagement. Écoute. Déménagement, c'est une actu. Déménagement, c'est une actu. Non, mais il y en a eu quelques-unes dernièrement, mais vite fait, qui étaient sur, disons, des podcasts qu'on a fait à la volée avec Lanny Corbeau, autre chroniqueur volant, c'est le cas de le dire. Mais là, ça va reprendre bientôt. C'est cool. Non, ça va reprendre bientôt avec notamment un épisode qu'on veut préparer. Vous le verrez sur les westerns sous toutes ses formes. Et puis, j'ai vraiment l'intention de reprendre. Là, je suis sérieux et je le dis en live en plus. Le Sci-Fi Club va revenir. Voilà, le Sci-Fi Club va revenir. Donc voilà la petite rubrique, comme tu disais, science-fiction que tu as lancée avec. Exactement. Et ça me tient à cœur parce que c'est des émissions, j'ai vraiment adoré les commencer. Malheureusement, je n'ai pas pu les continuer cette année, mais là, ça va reprendre. Voilà. Bonsoir à Soso et bonsoir à Maxime Jérémin qui dit bonsoir à mon gros poteau Melvin. Salut Maxime, c'est le dessinateur du comics de Geekology avec qui j'ai sympathisé de fou et vend du rêve. Et il a fait mon personnage, il m'a vendu du rêve et j'en voulais. J'avais eu la chance que Cap m'envoie la preview
du comics, donc j'ai eu les 12 premières pages, et ce que je lui disais, franchement, j'ai vu tellement de choses moins bien foutues sortir du Big Two, visuellement, Ça. vraiment, j'y ressens, voilà, honnêtement, j'ai vu, alors c'est pas pour dire, enfin comment dire, c'est pas pour décrédibiliser le travail qui a été fait là, c'est vraiment en mode, c'est professionnel, c'est vraiment pro, et franchement, j'ai vu des choses moins bien réussies sortir du Big Two, donc non, franchement, gros niveau, Ça, gros niveau. La cover est réalisée par justement Maxime. Ouais, classe. Merde, mais ouais, c'est clair. Il a un vrai talent et j'ai acheté un. Je vais pas te le montrer, tu vas encore me bannir. J'en ai ras-le-bol de me faire éjecter. Vas-y, montre. Ose le montrer. C'est lui qui l'a fait. Voilà, il a marqué un beau petit nom que t'aimes bien là. Regarde. No way home. Quel enfer. Et du coup. Et vous osez passer ça à l'antenne? Non, mais du coup, on coupera au montage. Hein. Non, c'est moi qui l'ai viré. Non, c'est moi qui l'ai jeté. Oui, c'est moi qui l'ai manettes. Du coup. Bah, t'as eu raison. Un avertissement. Un avertissement. Drapeau jaune. Pas deux. Et attends, mon film de l'année. Oh, je vais te détester tellement, toi. Je vais dire Romain, ce sera plus simple. Hein, on va faire comme ça. Ah si oui, tu es tu peux d'accord. m'appeler Romain, oui. Voilà, oui, ça sera parfait. Mais avec grand plaisir. Et mais du coup, Romain, toi, du coup, tu étais des articles récents peut-être sur ton blog, du coup? Bah, il y en a tous les jours, il y en a à peu près 5-6 tous les jours. Ouf, d'accord. Des critiques de films, de séries. Je les fais par épisode ou par bilan de saison, ça dépend de la série, ça dépend si j'ai l'envie ou pas d'en parler par épisode ou pas. Donc oui, tous les jours, sauf parfois le dimanche ou le week-end, ça dépend si je suis overbooké par le boulot. En ce moment, beaucoup, donc du coup, c'est un peu compliqué des fois, mais j'essaye de garder ce rythme de diffusion et là aujourd'hui, j'ai dû publier 5 articles, je crois, ou 4, je sais plus. Donc voilà, il y en a tous les jours. Une belle régularité. Et du coup, maintenant, on va parler cinéma. Et donc, qui souhaite lancer son premier film, peut-être faire l'honneur à Romain, le petit nouveau de la bande, qui souhaiterait nous partager son premier film. Mon premier film préféré de cette année. Alors, je vais prendre un film que beaucoup de gens ont vu probablement en France. C'est Top Gun Maverick avec Tom Cruise. Je vais probablement pas en surprendre plus d'un sur la qualité de ce film, qui est juste exceptionnel, clairement. Au-delà du fait que Tom Cruise a réalisé les cascades avec son âge quand même assez avancé, hein, on va dire, parce que monter dans un avion de chasse à son âge, sans parler du fait que le casting, la plupart aussi, a participé aux cascades en réel, ce qui est assez impressionnant aussi. Visuellement, c'est magnifique. On a l'impression d'être nous aussi dans les avions et c'est l'association finalement parfaite de Christopher McQuarrie, je crois que c'est ça son nom. McQuarrie, oui. À chaque fois, je me trompe. Voilà. Avec Tom Cruise, ils travaillent ensemble depuis la franchise Mission Impossible. Et ils ne se sont pas lâchés. Et Tom Cruise ne voulait pas forcément faire ce film, à part s'il avait un bon scénario, etc. Et du coup, tous les deux ont décidé qu'il était peut-être temps de faire une suite. Et ce n'est pas une suite faite pour dire de faire une suite. On sent qu'il y a du travail, le scénario est bon. On a un vrai film de grand spectacle, un vrai blockbuster américain qui n'est pas issu d'une franchise de comics, par exemple, sans vouloir être vexant pour les comics, qui n'est pas un film de super-héros, qui n'est pas avec tous les fonds verts dégueulasses qu'il y a chez Marvel, par exemple. On est vraiment vers un retour de l'âge d'or des blockbusters des années 80-90. Comme quand Top Gun est sorti, le premier par exemple, hein, c'était vraiment impressionnant visuellement. Au-delà de ça, le propos en lui-même et l'histoire, c'est assez simple, c'est assez patriote, etc. Mais ça parle aussi à beaucoup de gens parce que c'est justement universel dans sa façon de délivrer ses thématiques, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit... oui, exactement, oui. Les relations que ce soit même au travail, parce que finalement, le film explore aussi la relation au travail. Bon, après, là, c'est dans un domaine très patriotique, mais il y a quand même un attachement, etc., au pays et tout. Enfin, tout est super bien écrit et visuellement, c'est vraiment magnifique.
Donc, pour moi, c'est mon film pour le moment préféré de l'année. Après, je n'ai pas tout vu, donc... Mais comme je dis souvent, c'est vrai que c'est marrant. Enfin, ce film, c'est quand même Tom Cruise qui était là pendant la production en mode vous inquiétez pas, attendez-nous, on arrive, on va sauver le cinéma. Et tout le monde se foutait de sa gueule, tu vois. En mode, il est gentil, le loulou, mais. Et l'enfoiré, il l'a fait, en fait. Donc, exactement, ouais. Ouais, d'accord. Et c'est juste hallucinant. Ça, non seulement ça a touché les nostalgiques, mais sauf que tu fais pas 1,4 milliard et quelques millions juste avec les nostalgiques. Donc ça a ramené plein d'autres gens, même des gens qui n'avaient pas aimé forcément le premier. Et qu'en plus, quand on voyait les chiffres entre les différents week-ends, où on voyait que les gens y retournaient et emmenaient leurs amis et en parlaient autour d'eux, et que ça donnait tout le monde envie d'y aller. Enfin, franchement, non, c'est un chapeau. Un film hors franchise, à notre époque, un film hors des grosses franchises, à la Marvel, ainsi de suite, qui arrive à un carton pareil, c'est juste hallucinant. Incroyable. Et clairement, il y a peu de monde qui pourrait mettre ça en place. Mais c'est surtout, c'est bourré de qualité, c'est très fort techniquement, comme l'a dit Romain, même si les thèmes, c'est universel, c'est toujours autant contemporain et super bien incarné. Miles Teller, vraiment, je le suis... Je ne vais pas dire depuis ses tout débuts, mais je le suis depuis quelques années. Il est très, très convaincant, surtout avec une petite moustache. Voilà. Donc, ça fait. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que ça fait un peu. Mais des l'ours Martin, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai fait mon top, j'avais oublié que Top Gun était sorti cette année. Je pensais qu'il était sorti l'année dernière. Ah, ben c'est beau, hein. C'est beau, hein, Spider-Man. No Way Home, c'est bon, hein. C'était l'année dernière aussi. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top. Et je l'ai appris là, je mangeais, je fais, mais je suis con. J'ai vu un de tes tweets, Dylan, j'étais en mode, mais mince. En même temps, Melvin a découvert en quelle année on était, juste pendant qu'il était en train de manger aussi. Hein, donc, voilà, faut pas le vouloir. Il est resté trop longtemps dans Spider-Man, mais je dois avouer que c'est vrai, que comme tu dis, mon cher Deviante, c'est un Top Gun Maverick, je l'ai mis aussi en top. Alors, je sais peut-être pas parce que c'est peut-être pas le film forcément que j'ai préféré, mais en tout cas, c'est l'expérience que j'ai préférée. Parce que je suis allé voir, j'ai eu la chance, on m'a offert les billets pour aller le voir au Cinoche, dans une très bonne salle, très bien équipée. Alors, j'ai pas eu l'expérience avec les écrans sur le côté, avec du vent et des choses comme ça, parce qu'il y en a qui ont ça. 4DX. Le 4DX, ça, j'ai pas eu le 4DX, mais là, par contre, en fait, j'y suis allé. Je te dis, j'avais même pas vu la bande-annonce. Et je me suis dit, bon, allez, je vais voir une suite à Top Gun. Le premier, j'avais adoré. Hein. Pour moi, c'était un mi-film doudou, mais ça restait pour moi le film. Le premier, c'était c'est Tom Cruise qui vend l'armée. Et d'ailleurs, c'était un peu ça. C'est l'armée américaine avait mis la main à la poche pour financer aussi. Et là, en fait, le film, dès le début, et je l'ai vu dans la salle, c'était que des gens aussi, des vieux, entre guillemets. Je le précise parce que vous ne voyez pas ma tête, mais moi j'ai 38 ans. Et j'étais ado, je regardais Top Gun et je trouvais c'est méga cool, il y a des avions et tout, et Tom Cruise, il y a le soleil, il est méga beau. Voilà, donc là, le film dès le début, avec la petite musique qui arrive, avec le gong, voilà. Et je me dis, ah putain, ça y est, le film, il me prend par la main. Ça parle à tout le monde, cette musique, elle reste dans la tête. C'est vrai. Et ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai eu très peur. En fait, là, quand ça a commencé, je me suis dit, est-ce que ça va être un film de fanservice ? Bah non, c'est un film qui certes te prend par la main, qui te fait des petits coups de coude, qui dit, ah ouais, regarde, tu vois, c'est un peu le même cheminement, mais c'est avant tout du vrai spectacle. Du vrai spectacle populaire, dans le sens, dans le sens le plus noble du terme. C'est le spectacle pour tout le monde. Mais au-delà de ça, ou de simplement du pur spectacle, ou de dire, c'est les Américains qui vont bombarder l'Iran parce que c'est comme ça, là, il y a aussi une réflexion que j'ai trouvée intéressante avec ce film-là. C'est légèrement abordé. C'est pas très creusé, mais c'est légèrement abordé. C'est ces pilotes qui, par exemple, quand ils parlent dans le bar, ils disent, ce mec-là, il est célèbre. Pourquoi ? Parce que c'est le seul à avoir descendu un seul avion. Ouais. Un seul avion. Voilà. Alors que on regarde d'autres films, on regarde La Bataille d'Angleterre, ou alors un autre film que mon cher Dylan a revu parce que je l'avais vu aussi, c'est L'homme qui aimait la guerre, voilà, avec James Dean. Voilà, ces pilotes-là en temps de guerre, Steve McQueen. Excuse-moi. Mais ces mecs-là, ils faisaient une sortie en une nuit
En l'occurrence, McQueen, il larguait ses bombes, il tuait des centaines de personnes. Un chasseur pendant la guerre, il est capable de faire plusieurs victoires en une sortie. Et là, le mec, il est célébrissime parce que j'ai descendu un gars. Voilà. Et donc, ça prouve bien que, je pense, ce que dit Ed Harris au début du film, il est très important. Et c'est aussi un avertissement à tout ça, à tous ces films et à toutes ces personnes-là, c'est que c'est une espèce en voie de disparition. Et c'est d'ailleurs pas pour rien si l'avion expérimental que pilote Tom Cruise au début, bah, il existe vraiment. Mais en vrai, c'est un drone. Il n'y a pas d'homme dedans. Et tous les hommes qu'on voit dans le film, bah oui, ils pilotent des avions de chasse, c'est super, mais on va aller vers le fait qu'on va se passer de ces gens-là. On mettra des robots à leur place dans des avions parce qu'on ne veut pas risquer la vie des pilotes. Et puis surtout, les robots pourront prendre des accélérations que ne prendront pas les pilotes. Et au final, pourquoi garder des gens si on peut s'en passer? Donc, ouais, c'est des mecs qui ont été élevés, qui ont été entraînés toute leur vie à faire une seule chose. Et au final, à bout d'un moment, ils se retrouveront sans emploi. Et là, il y avait cette petite réflexion que j'avais. On les voyait, ils disaient non, mais je veux te sélectionner pour partir dans une mission suicide. Et les gars, c'était comme dans le premier film. Ils se battaient, mais dans le premier film, on s'y battait pour un diplôme. Là, ils se battent littéralement pour pouvoir aller risquer de se faire tuer. Mais quelle espèce de personne peut faire ça? Bah, c'est des gens qui sont conditionnés toute leur vie à faire une seule chose et qui bientôt ne pourront plus le faire. C'est ça. Et à la fin de ce film-là, j'ai eu ce sentiment d'être là un peu comme eux, de regarder ce film-là, de me dire, bientôt, peut-être que des films comme ça, il n'y en aura plus, parce que comme le dit Deviant, c'est pas une franchise, c'est un film qui a coûté très très cher, on a des vrais avions avec des vrais pilotes qui ont fait des vraies cascades, ça a été filmé. Aujourd'hui, mais les coûts d'assurance monumentaux que ça doit coûter, c'est pas pour rien que maintenant tout le monde réalise sur des fonds verts. Et je me dis que de plus en plus, on n'en voudra plus parce que les studios veulent prendre le moins de risques. Et pour moi, c'est ça. Top Gun Maverick, le film, c'est exactement comme ces pilotes qui sentent leur fin arriver. C'est une espèce en voie de disparition. En ça, j'ai trouvé ça émouvant. Et Top Gun, c'est le dernier des Mohicans. Exactement. Et par contre, j'ai trouvé ça bien que Tom Cruise soit moins dans son délire. Tom Cruise, d'accord, c'est Tom Cruise, mais il y a quelques moments du film où il passe un peu pour un abruti ou un peu pour un vieux sur le retour. Pour un bouffon, exactement. Il devient un peu le comic relief. Et j'ai trouvé ça très bien, même pour lui d'accepter de le faire, d'accepter de l'être. C'est vrai que Miles Teller, j'en ai parlé. On va pas refaire toute la review du film, par contre. Non, c'est juste ça. Mais voilà, je reviens. Dernier point positif, Miles Teller. J'en parlais le soir où j'étais allé voir le film à Dylan. On était d'accord tous les deux. Ce mec, il avale la caméra. Il est bourré de charisme. Donc voilà. Top Gun Maverick, pour l'expérience, je le place en tête. De toute façon, tu regardes, c'est un des rares qui peut effectivement faire bouger tout un studio. Il y a plus. On sait maintenant que les gens vont plus voir vraiment les films pour des noms, pour des acteurs, beaucoup moins que ça a pu être le cas à une époque. Et il y a Tom Cruise. Il y a Tom Cruise qui, lui, est encore là. Tu sais que c'est le seul film que j'ai vu avec mes parents et les parents de ma femme. C'est la seule fois, parce que les parents de ma femme, ils n'aiment pas le cinéma, mais on a dit, allez, Top Gun 2, et elle a dit, allez, on y va. Tu vois. Mais même, moi, je fais partie par des gens qui disent toujours, Tom Cruise, c'est un type que je trouve vraiment chelou, je le trouvais bizarre, mais tu peux pas lui enlever le fait que, bordel, il sait choisir ses films, quoi. Et non seulement ça, mais en plus, il assure, il donne à 400% pour chacun des rôles qu'il interprète. Donc ça, vraiment, c'est pas possible de pas lui reconnaître. Et voilà, tu sais que tu vas avoir un film avec Tom Cruise, tu vas quand même en ressortir avec quelque chose, dans tous les cas. Ça, je trouve ça super intéressant. Donc, et du coup, merci, l'Ours Martin, merci à toi. Et on va passer à Mel. Mel, quel est ton film, ton top à toi? Alors, ça a été compliqué. J'ai galéré entre deux films que j'avais beaucoup aimés. Le deuxième étant Elvis. Ah, ça va. Le deuxième, c'était évident, vraiment. J'ai hésité avec Elvis. Et je scelle définitivement mon sort, comme quoi je suis sorti des Vengeurs de Kandor. Parce que mon film préféré de l'année, c'est The Batman. Donc The Batman, qui n'est pas avec Ben Affleck, mais avec Robert Pattinson.
Et moi, pour résumer, parce qu'on en a parlé longuement, moi, j'ai beaucoup aimé 3 heures quand même. Ouais, j'ai aimé les 3 heures. J'ai aimé franchement, c'est un film où j'attendais à être déçu, parce que quand j'ai vu Robert Pattinson, j'ai un peu fait... Et finalement, c'était vraiment... Finalement, je trouve qu'il est très bon dans le rôle. Je trouve que le film est vraiment excellent. Le début, en voix off, c'était vraiment bon. Et c'est un truc qui me reste dans la tête. Là, cette fin où il devient un peu l'espoir, où il devient le sauveur, où il porte... En fait, il devient ce que la ville a besoin et non plus juste la vengeance. Moi, voilà. C'est un film que j'ai vu 3 fois au cinéma. 2 fois au cinéma, je l'ai revu après. J'aime beaucoup. Donc... voilà, c'est pour dire, moi, c'est mon film préféré. Je pourrais dire, il y a un peu cette application de la fameuse phrase de la série des années 90. Je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis le Batman. C'est les 3 étapes du film. Ça. C'est ça. Réussi. Donc, Non, puis ouais, c'est un film sur lequel je trouve qu'il a des défauts, très clairement. Mais on a une cinématographie qui est quand même ultra intéressante. Une Gotham qui est peut-être la mieux représentée dans les films Batman, avec celle de Tim Burton, mais là on en voit quand même plus. Je te rejoins là-dessus. Ouais, je trouve. Et non, il y a des choses vraiment. Et vraiment, j'attends vraiment le 2 en fait, parce que les quelques critiques que je peux avoir avec le 1, je pense, peuvent vraiment se régler avec le 2. Donc je suis vraiment impatient de voir ce que peut donner le deuxième. Et non, c'est un film qui est vraiment, effectivement, l'intro en tant que telle, c'est pour moi la meilleure intro d'un film Batman avec celle de The Dark Knight. Ouais. C'est vraiment les 2 meilleures intros sur ces films. En fait, c'est comme si tu ressentais que la ville était vivante, tu vois. Tu donnes vraiment un rôle à Gotham. Sa vie, quoi, c'est ça. Et ça caractérise le Batman, enfin vraiment ce côté, alors bon, qui est un peu, légende urbaine, qui est un peu contredit plus tard, mais vraiment ce côté, légende, ce côté qui sort de l'ombre, ce côté cauchemar, enfin, peut arriver de n'importe où, et c'était hyper bien foutu, vraiment cette scène d'intro, elle est incroyable. Quelqu'un veut réagir du coup par rapport à The Batman? Si je réagis, je vais faire un truc de 4 heures, tu vois. Donc, quelqu'un veut réagir à propos de Batman, à part Dylan? Alors, moi, je réagis juste à part Dylan. Ce que j'ai apprécié dans The Batman, en dehors de... Bon, je parlerai de Robert Pattinson après, mais ce que j'ai apprécié, c'est... Là, effectivement, tu parles de séquence d'introduction. Ça nous introduit un Batman qui va full frontal du danger, contrairement à d'autres où les lumières s'éteignent, tous les mecs, ils tombent, ils se font éclater la tête dans le noir, on voit rien. Et... Non, là, c'est le combattant de MMA qui s'en prend plein la gueule. Ouais. Je débarque chez Pingouin, je m'engueule avec le portier. Voilà. C'est con, mais c'est ça. Il y a un truc, excuse-moi de couper, qui a remarqué aussi dans ce Batman, c'est un Batman très défensif, en fait. Il n'est pas dans la tech pour dire... Enfin, il va pas pour casser la gueule, en fait, tu vois. Ouais, même s'il a ce côté un peu psychopathe de dire j'y vais parce que je veux tabasser des gars. Mais en fait, il y a un truc aussi, un autre point, et ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma, c'est que dans tous les films avant, Batman, il combattait des criminels. Mais sauf que le travail d'un enquêteur, c'est quoi? C'est d'abord de trouver où ils sont les criminels. Ça. Et là, pour une fois, ça s'ouvre avec une scène de crime et un Batman qui enquête. Voilà. Et ça, je trouve c'est super important de rappeler ça parce que Batman, qui est censé être le plus grand détective du monde, les autres films avant, c'était juste Batman casse des gueules. Trouve le gars qui... Ouais, mais il faut trouver le gars qui casse la gueule, quoi. Puis ce qui est cool, en plus, c'est qu'il y a des... Dans l'utilisation technique aussi de la caméra, il y a des choses qui sont super intéressantes sur ce côté enquête, la manière dont il va gérer ses mises au point, justement. Enfin, il y a plein d'idées, je trouve, vraiment intéressantes derrière la caméra, en termes de cinématographie, que je trouvais vraiment cool. Et toi, Romain, du coup, Batman? Ouais, moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans ce film, c'est celle dans le métro, en fait. C'est vraiment la scène qui m'a le plus marqué, où on le voit arriver dans l'ombre, etc., face à ces skinheads, cette bande d'agresseurs. Et en fait, déjà, ça envoie un message en fait que sur les agressions, etc. et tout, parce qu'il y a quand même aussi un propos assez. C'est comment il s'appelle, Matt Reeves, c'est ça? Ouais, Matt Reeves. Oui, voilà. Il a quand même des propos assez très social en fait finalement, avec. Il a fait avec Joker. C'est lui Joker, non? Non, ça c'est Todd Phillips. C'est Todd Phillips. Ah, bon, il a coécrit avec Madsen Tomlin pour le coup. D'accord, ok. En tout cas, il a vachement un commentaire social, un peu donc du coup dans cette partie de la franchise DC où justement il y a Joker et du coup The Batman,
parce qu'on peut les ranger un peu dans le même panier, Oui. où ça parle beaucoup de la société contemporaine et de la violence qui grandit en fait dans cette société et qui va être là pour faire en sorte que l'ordre règne. Et Gotham est un symbole assez fort de la police corrompue, etc. Et du coup, c'est super bien intégré en fait dans l'histoire. Mais vraiment, visuellement, j'ai trouvé ça intéressant. Après, c'est pas mon film préféré de l'année. Robert Pattinson est pas mal. Mais, je m'en vais, Simon, je m'en vais. Lol. Et du coup, on va passer à mon film. Quel est-il? Everything, Everywhere, All at Once, évidemment. Petit coup de cœur de l'année, du coup. Et non, j'ai adoré ce film, vraiment, parce que j'en avais besoin, en fait. Si je me souviens bien, il était sorti... moi, je l'avais vu, en fait, à la base, un peu après No Way Home, justement, où j'ai trouvé vraiment que c'était le fond du comic book movie, en mode, on fait bouger des clés devant les enfants, et ça leur plaît, et c'est super, et tout le monde est content, et vraiment, j'en pouvais plus. Et... bordel, en plus, je tombe sur un film qui est produit par les frères Russo. La directrice de casting, c'est celle du MCU, mais pour le coup réalisé par The Daniels, à qui on devait déjà, comment s'appelle, le film avec Daniel Radcliffe où il joue un Maccabée. C'est Swiss Army Man. Merci, Swiss Army Man. Et donc The Daniels. Ouais, The Daniels, donc deux réalisateurs qui s'appellent tous les deux Daniel, en fait, c'est pour ça qu'on les appelle The Daniels. Ils ont sorti une petite pépite d'imagination, de créativité. C'est un film qui est fait vraiment en mode, voilà, en mode artisanat. Faut savoir qu'ils étaient, déjà ça a coûté rien pour un film d'Hollywood. En plus, ils n'avaient pas de vraie équipe VFX, en fait. Il n'y a pas un studio de VFX qui a bossé dessus, quoi. C'est des potes à eux qui sont aussi des réalisateurs qui gèrent un peu les VFX sur leur ordi perso, qui ont fait tous les VFX du film. Ils étaient une équipe de 7 personnes, je crois, au maximum, pour faire tous les effets du film. Et c'est juste hallucinant, tout ce qu'ils ont réussi à faire. C'est une pépite de créativité visuelle. L'acting est absolument formidable, avec une Michelle Yeoh qui est au top de son talent, qui est juste extraordinaire. Avec le retour de, alors j'ai plus son nom en tête, mais du coup, ce fameux gamin qui avait joué dans The Goonies et qui avait joué aussi dans Indiana Jones 2001, qui a été chorégraphe de combat pendant longtemps pour le cinéma, qui revient du coup à l'acting, et ça marche très bien pour lui d'ailleurs, il a pas mal de choses prévues, de beaux projets prévus. Et c'est un film, voilà, qui mêle en même temps des espèces d'énormes enjeux multiversels de destin de l'humanité, mais qui, en réalité, au final, est surtout une histoire de famille, de famille d'immigrés qui s'intègrent dans une nouvelle culture, qui a ses soucis entre eux, qui doivent apprendre à accepter les différences des uns des autres, à comprendre qu'est-ce qui est le bonheur. Et non, j'ai vraiment adoré ce film. C'est vraiment ouais, ça faisait du bien, quoi, de la créativité. Vraiment, puis c'est vraiment que c'est tombé dans un monde où j'en avais besoin, quoi. Ou vraiment, ouais, de voir quelque chose qui ouais, c'est ça, voilà, exactement. Le film est plaisant pour le retour de Ke-Huy Quan. Merci, du coup, j'avais plus le nom. Oh, top. Merci. Non, ouais, vraiment, ouais, il m'a fait un bien fou, ce film, de voir comme ça, de l'imagination, de la créativité, plein de choses. Ah, bah ça, c'est cool. Le film a été primé hier au Gotham Award. Cool. Donc, j'imagine que c'était Batman, le président du jury, du coup. mais ouais, voilà, ouais, c'est ça, toi, tout se rejoint. Mais du coup, félicitations au film, ça mérite vraiment. Du coup, vous, il y en a qui ont vu le film? Ouais. Hélas, non, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas encore pu. Et moi, j'ai essayé, mais j'ai eu du moi. mal. Voilà. Romain, t'as adoré? Moi, quand j'ai envoyé mes tops et tout, bon, après, en fait, il était deuxième. Dedans, ouais. J'aurais passé troisième parce que j'en ai vu un autre jeudi, mais en fait, l'utilisation du multivers est juste magnifique, en fait, dans ce film, parce que tout est vraiment cohérent, en fait, contrairement à Marvel, où ça devient souvent un brouhaha, un mélange d'humour lourdingue avec tout un tas de choses qui ne vont pas avec. Même si Doctor Strange, etc., grâce à Sam Raimi, ils avaient réussi à faire quelque chose. En tout cas, ce film, Michelle Yeoh, si elle n'a pas un Oscar ou quelque chose, une récompense, je serais dégoûté parce que franchement, elle est exceptionnelle dedans. Ouais. Ce film m'a fait chialer à la fin parce que en fait, c'est vraiment une histoire sur la famille et plus qu'une histoire fantastique en fait, parce que tout est vraiment lié à quelque chose derrière de familial et c'est ça qui est magnifique parce que ça sert vraiment très bien le propos final et
quiconque qui n'a pas vu ce film se doit de le voir parce que c'est vraiment l'un des meilleurs films de cette année. Et Afrogeek a raison, le discours de Keoyan qui est magnifique, qui est absolument magnifique. Ouais. C'est une magnifique déclaration d'amour, effectivement. Ouais. Et moi, j'avais suivi l'avis d'un ami cher que j'apprécie beaucoup, qui m'a dit regarde-le, mais si tu peux au cinéma. Je suis allé le voir au cinéma avec ma femme. Tu sais, c'était un peu. Elle m'a fait t'es sûr? Je dirais il faut qu'on aille le voir. Et franchement, c'était génial et on n'a pas vu le temps passer. Les effets spéciaux sont bons en plus. Ouais. Et en fait, c'est quand si là on se met à vous expliquer le film, en fait, et comment fonctionne le multivers, c'est sûr qu'on vous perd. Mais le film le fait tellement bien, de façon tellement simple. Ça fonctionne super bien et c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé. Top. Et du coup, on va passer au choix au top de Dylan. Dylan, quel est-il avec cette magnifique tentative d'imitation? Attends. Vous avez toujours pas trouvé? Non. E-L-V. Je suis à 2 doigts de te virer. Donc voilà. Forcément. Non, oui. Elvis, que dire, j'en ai fait une émission qui ressortira justement sur ma petite chaîne perso, Die Berserker, où Oz et Christo du Ciné, si vous connaissez, étaient passés pour en parler parce que voilà, je suis quand même un petit adorateur comme Steve McQueen, Martin c'est bien, d'Elvis. J'ai suivi le projet Day One et du coup j'étais Day One au cinéma et j'en ai eu pour mon argent, clairement, parce que je trouve ce film... Il y a un truc qui m'a percuté en fait. Du coup, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps en réalisation audiovisuelle et ça me restera toujours maintenant en tête parce que je trouve que c'est la base en fait du cinéma. Enfin, vraiment, quand on touche à l'audio, donc clip, etc. Chaque plan doit être important. On l'a vu pour une série justement qu'on citera tout à l'heure, je pense. Et ce film, clairement, je trouve que c'est ça à 200%. C'est signé Baz Luhrmann, c'est un réalisateur que j'ai découvert vraiment sur le tard. Je l'ai découvert pour justement ce film, donc j'ai eu le temps de rattraper un peu sa filmo. Et pour moi, clairement, c'est comme la plupart des réals d'aujourd'hui. On se dit, oui, on est fatigué globalement de tout ce qui est super-héros. Et en fait, tous ces grands réals, Scorsese et tout, je trouve qu'ils sont tous revenus ces dernières années en force, quoi. Ils ont tous montré que non, en fait, on n'est pas fini, on a encore des choses à faire, des choses à raconter. Et Elvis fait partie vraiment de Baz Luhrmann, comme ces mastodontes où on voit que le gars, on va dire que ses films avant, c'était vraiment tous des fast tests et que là, c'est vraiment l'apothéose de tout, si c'est le bon terme. Et en tant que biopic, pour moi, c'est clairement l'un top 3 des meilleurs aussi, parce que du coup, je suis très passionné aussi de ça, de mise à l'écran de vie, voilà. Et je trouve vraiment magnifique sa mise en scène, la photographie, tout est super beau, tout est cohérent. Il arrive vraiment à jouer avec ce côté fictionnel et en même temps réaliste de la vie d'Elvis. Il y a de l'hommage à sa carrière en tant qu'acteur. Je sens un profond respect, il y a un grand amour du cinéaste pour cet acteur-là, ce personnage, l'icône qu'est Elvis. Et de base, en fait, il s'est posé comme question, parce que Baz Luhrmann a grandi dans les années 50 à 70, et lui, du coup, il voulait fortement parler de cette évolution, surtout américaine, de ces époques-là. Et il a dit, quelle est la figure que je pourrais utiliser pour en parler? Et quand vraiment il a tout expliqué cet ensemble, je me suis dit aussi, pareil, c'est une évidence, Elvis, en fait. Et il le fait tellement bien, toute son équipe aussi. Quand il fait les making-of, on voit que c'est un peu comme il a... Et allez, c'est pas genre il met la caméra là, non, même lui il est sur le terrain, il va faire, on va tester des trucs, on voit que ça fuse, donc voilà quoi. Il vit le cinéma, l'amour, voilà, je saurais que vous le vendre comme ça, donc ouais, vraiment Elvis, c'est gros coup de cœur quoi. Et du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu Elvis? Malheureusement non. Alors Mel, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, Elvis, je connaissais 2 chansons. Moi, j'aime bien j'aime beaucoup les biopics, donc je suis allé le voir un peu comme quand j'ai vu le film de Johnny Cash ou quoi. Et franchement, Walk the Line, Walk the Line, c'est incroyable. Et ça m'a fait m'intéresser au personnage, le fait de tourner l'histoire, parce que moi, surtout l'histoire, de le tourner, de faire en sorte que la personne qui raconte l'histoire, c'est le mec qui l'a escroqué, parce que c'est sûr que maintenant ce mec-là l'a escroqué.
je trouvais que c'était assez un pari. C'était un peu inédit, ouais, excuse-moi. Ouais. Et c'était inédit, bah oui. Et donc voilà, en plus, il te montre quand même Elvis quand il était jeune, qu'à l'époque, un des super-héros qui était en vogue, c'était Shazam, alors que maintenant, tout le monde a l'air de l'oublier et se cacher, mais en fait, à cette époque-là, Shazam, ça fonctionnait beaucoup. Excuse-moi, ça a vraiment fait partie de la vie du gars, donc... Donc voilà, et tu vois toute sa vie, c'est triste, parce que quand tu connais sa vie, tu sais comment ça se finit, tu sais un peu toutes ces... Voilà. Tu te dis, mais comment les gens riches, ils peuvent être aussi nuls pour gérer leur pognon. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert... après, je me suis dit, bon, on va approfondir la vie, donc je me suis pas mal renseigné. J'ai découvert le personnage, et c'est vrai que maintenant, j'en écoute beaucoup. Ouais. Et toi, Romain? Alors moi, Elvis, je connais musicalement assez bien. Baz Luhrmann aussi, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait niveau comédie musicale. J'aime beaucoup la façon dont le film parle de la façon dont les Blancs finalement ont volé le rock'n'roll, parce que c'est clairement ça, grâce à Elvis. Quand Tom Hanks va chercher et il est blanc, ah oui, super, donc du coup on va le faire, et puis du coup ça devient une superstar, et du coup le rock'n'roll devient un phénomène de société. Après, c'est pas mon film de l'année, parce que je retrouve tout ce que Baz Luhrmann fait depuis des années, et en fait c'est très bien, hein, les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, les scènes musicales sont magnifiques. Il sait filmer des numéros musicaux, c'est juste sublime en fait. Cette façon de recréer en fait les moments importants de la carrière d'Elvis, et pas forcément non plus ceux qui sont importants, parce qu'il a réussi à remettre en scène des moments qui ne sont pas importants de sa carrière, mais qui sont importants pour l'histoire. Et comprendre aussi comment Elvis a vécu, et la façon dont finalement le fait qu'il devienne une star l'a détruit totalement. Au-delà de ça, j'ai rien à redire sur la bande-son, j'ai rien à redire sur l'acteur qui incarne Elvis, parce que je trouve qu'il aurait vraiment su capturer finalement à la fois l'innocence et ce côté Star System qui t'engouffre dans quelque chose qui ne va pas. Qui te dépasse, ouais. Mais c'est surtout pour moi un film d'esbrouf de décor, comme Baz Luhrmann en général. Après, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je n'ai pas aimé sa série sur Netflix, mais bon, ça c'est une autre chose. Non, get down. Et du coup, après, voilà, on retrouve tout ce qu'il fait tout le temps, et il n'y a pas d'inventivité finalement. Mais par contre, c'est confortable, c'est très joli, musicalement, moi je me suis pas ennuyé une seule seconde, et du coup c'est sympa, mais je m'attendais quand même un peu mieux. Mais il fait partie du top de l'année, quoi. Et du coup, on va faire un petit tour. Je pense qu'on va le faire un petit peu plus rapidement, mais du coup, on va faire un petit tour aussi sur vos réals. Du coup, que vous avez choisi. On fera ensuite acteur ou actrice. On va commencer par Romain, ton réal que tu as choisi du coup en top. Alors moi, j'ai choisi. Mais après, j'en ai 3 et c'est un peu compliqué parce qu'on m'a demandé d'en choisir un, c'est compliqué. Non, mais j'ai Joseph Kosinski pour Top Gun Maverick, parce que pour moi, c'est la quintessence du blockbuster, et c'est vraiment un film merveilleux visuellement, et dans cette façon de le réaliser qui est juste magnifique. Après, j'ai 2 autres réalisateurs qui m'ont subjugué aussi cette année par leurs films, et du coup, je pensais à Rodrigo Sorogoyen pour Asbestas. J'arrive pas à le prononcer, je suis pas espagnol. Alex Garland pour Men. Alex Garland que j'aime beaucoup en tant que réalisateur depuis ses débuts. Et Joseph Kosinski reste quand même en numéro 1, parce que voilà, c'est vraiment le film à spectacle qui plaira à tout le monde en plus. Je connais personne qui n'a pas aimé. Enfin, moi, mes parents l'ont vu, mon frère l'a vu, tous les amis que je connais qui l'ont vu ont adoré. Donc, c'est vraiment un film populaire, contrairement à d'autres films populaires entre guillemets qui vont pouvoir diviser beaucoup plus, comme par exemple Spider-Man No Way Home. Par exemple. Ça tape sur Spider-Man, mais on va parler de Thor un moment, tu vas voir. De quoi? On fait mes comics, c'est ça? On parle comics? L'ours Martin, quel est ton choix en réalisateur? Alors, mon choix en réalisateur film, moi c'était Guillaume Pierret. Guillaume Pierret, qui est le réalisateur des Balles perdues, numéro 1 et numéro 2. Alors, ça n'est pas le meilleur film de l'année, parce que le 2 est sorti très récemment, le 1 il n'y a pas longtemps.
C'était fin 2020, je crois. Mais en fait, j'ai voulu le mettre parce que c'est son premier balle perdue, c'est son premier long métrage. Le mec est sorti un peu d'on ne sait où. C'est un film qui est réalisé en France avec de la cascade à l'ancienne de bagnoles, de quelques stars du petit écran, alors notamment l'acteur principal. Si vous êtes fan de Kaamelott, vous le reconnaîtrez. C'était un gars pareil, il était que associé à des rôles de figurants, voire de second rôle. Et là, il explose. On a Ramsey qui vient prêter main forte aussi disons, dans la première partie du premier film. Et le réel, j'ai voulu mettre en lumière parce que Top Gun Maverick, c'était peut-être un des derniers dinosaures, voilà. Mais disons que Balle perdue, c'est un petit poucet, c'est un petit poucet qui ose. C'est un film qui a été réalisé avec des moyens qui sont infinitésimaux par rapport à ceux des gros studios américains, des trousaines de dollars. Quand on voit Avatar là, qui va sortir, rien qu'en budget de prod, c'est 400 millions. Voilà. Et là, un mec, c'est son premier job. Et justement, il a fait le job. Alors, après, le scénario est peut-être assez simpliste. Ouais. C'est pas ce qu'on demande à ce genre de film du tout. Mais c'est un spectacle divertissant. Et puis aussi, voilà, c'est réalisé en France avec des moyens français. Et j'avais envie de le mettre en lumière parce que, voilà, bon job. Okay. On t'attendait pas, mais on a parlé de toi. Et là, il y a un numéro 2 qui sort. Qui est très très bien aussi, même mieux sur certains points. Voilà. Et donc je pense que c'est un mec qu'il faudra continuer à regarder dans le futur. Très bien, très bien. Okay. Voilà. Et du coup, Melvin, quel est ton choix à toi? Si tu me dis John Watt, je me casse. Mais non, il n'a pas sorti de film cette année. En fait, j'ai eu du mal parce que tous mes poulains, James Wan n'a pas fait de film, Shyamalan n'a pas fait de film. Donc, il y avait que Scott Derrickson avec son Black Phone où j'ai hésité, mais en fin de compte, pour moi, c'est Matt Reeves. Matt Reeves avec son The Batman, on en a parlé, la caméra, la façon de gérer l'histoire. Pour moi, c'était génial et c'est parti de mon réalisateur favori cette année. On va voir l'année prochaine, quand mes poulains vont sortir des films, s'ils en sortent. Shyamalan, il y en a un qui arrive. Ouais, Shyamalan, il y en a un qui arrive. Oui. Je l'attends celui-là, ouais. Avec Batista. C'est ça. Donc là, j'attends cela, mais c'est vrai que Matt Reeves, qui fait partie de mes réals préférés, qui est facilement dans mon top 5, là, il m'a pas déçu. Et pour le moment, il m'a encore jamais déçu, mais on va voir. On sait jamais. Très bien. Et du coup, Dylan, quel est ton choix réalisateur? Et moi, c'était... je pense que vous avez surpris. Roulement de tambour. Certains Baz Luhrmann, évidemment. Oui, John Watts, John Watts, tu vois, il fait tellement de miracles, je te jure. Donc, ce petit monsieur là qui a fait un certain film dont on n'a pas parlé encore ici. On dirait que sa chemise va exploser. Il est pas grand, mais il a une chemise 12 ans. Ouais. C'est ça. Donc, il a pris du S. Baz Luhrmann, je comprends les points communs à citer, mais ouais, quand j'ai vu Elvis, pour moi, c'était vraiment sa masterpiece, quoi. Comme Scorsese, quand il nous a sorti un peu, qui est revenu en force avec le Loup Wall Street, c'est vraiment, je vois Baz qui s'amuse, même si il y a un petit moment quand même, le passage quand il s'amuse sur, comment on appelle ça encore, les trucs à l'hôpital, là, qu'on accroche. Ah, là, il va trop dans le psychédélique. Une intraveineuse. Ouais, c'est ça. Calme-toi un petit peu là, avec tes mouvements de caméra, mais sinon, non, j'ai fortement apprécié tout ce qu'il a mis en œuvre. Okay. Très intéressant dans la mise en scène, voilà. D'accord. Et de mon côté, voilà, pour complètement surprendre un truc auquel c'est impossible de s'attendre, j'ai choisi The Daniels, pour tout ce que j'ai dit avant, en fait, tout simplement. Non, mais j'adore ce côté vraiment travail d'artisan, quoi. Et encore, parce que du coup, il y a eu la pandémie, mais à la base, ce qui était prévu, c'est vraiment qu'ils travaillent tous dans une même baraque. Ils devaient tous normalement bosser sous le même toit avec leurs ordis sur les genoux, machin, pour faire leur film. Et je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment une manière de faire que je trouve. Et même avec la pandémie, du coup, ils ont été limités, mais ils ont trouvé des solutions pour vraiment faire ça comme des artisans. Enfin, voilà, c'est ça que j'aime. Ce côté vraiment où c'était toute l'équipe ensemble à faire le montage, les effets spéciaux, les machins, à être tous à communiquer tout le temps. Et vraiment, voilà, à travailler
Ouais, vraiment comme des artisans. Voilà, c'est un côté qui me plaît énormément. Donc du coup, c'est mon choix côté réalisateur. Je vous laisse deviner mon choix côté acteur-actrice. Ça va pas être très compliqué à trouver. Et d'ailleurs, on passe justement à notre acteur-actrice préféré cette année. Et je vais commencer par Melvin. Alors, pour faire original, j'ai choisi Robert. Non, c'est pas vrai. J'ai choisi justement Austin Butler, donc l'acteur qui joue Elvis pour le coup, parce que je dois avouer qu'il m'a bluffé. Et surtout, depuis que je me suis renseigné sur le personnage, que j'ai vu des clips, que j'ai vu un petit peu des trucs sur sa vie avec des vraies images d'archives, tu te dis, toi, tu as fait un travail de malade. Rien que ça voit. Allez voir les petites interviews. J'ai Jimmy Fallon, excuse-moi. Ouais. Mais c'est lui qui chante en plus. Il y a une partie où c'est lui qui reprend la chanson. Un peu travaillé, des fois. Voilà. Pour ça, franchement, moi, je pense que c'est lui. Je crois qu'il a regretté de ne pas avoir laissé l'acteur chanter les chansons, non? C'est pas lui qui avait dit ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que. Romain nous parle de la pièce à côté, tu sais. Il y a une grosse partie, en fait, où c'est vraiment aussi qui a chanté, et des fois, il jouait avec la voix d'Elvis et la sienne. C'est ça, ils ont mélangé les deux voix. Mais par exemple, la grosse séquence où il est sur scène avec son costume rose, c'est Austin à 200%. Et c'est dingue parce que, comme je dis, vous regardez des interviews même d'Elvis, et puis vous voyez Austin Butler quand il va chez Jimmy Fallon en promotion. La voix, c'est la même en fait. Et moi, ça me rend dingue. C'est impressionnant. C'est pour ça. C'est pour moi le jeu et tout ça. C'est mon top acteur. C'est mimique et tout. C'est le king. Et du coup, on va passer à l'ours Martin. Quel est ton choix côté acteur ou actrice à toi pour cette année? Je pense que je vais faire plaisir puisqu'on en a parlé un petit peu avant et ça va être Pattinson. Pattinson, pas spécialement que pour The Batman, mais plus parce que, on va dire pour le chemin parcouru. C'est un mec. Alors moi, faut savoir, j'ai 3 petites sœurs. Donc j'ai eu Twilight. Voilà, j'ai eu Twilight. Pattinson, je pouvais pas voir sa gueule, je pouvais plus voir sa gueule, j'en avais marre. Pour moi, c'était Edward. Et puis, sont venus des films comme notamment The Rover. Je tombe sur The Rover. Là, tu fais plaisir là. Je tombe sur The Rover, je vois Guy Pearce, et puis qui je vois à côté, cette espèce de junkie un peu défonce, tout ça. Malade et tout. Malade, mec, bluffant. Puis viennent d'autres films, on voit le mec, c'est comme si, comme Radcliffe, il a un peu le symptôme Daniel Radcliffe. Ouais. Je veux redéfoncer mon image parce que j'en pouvais plus. Et il te sort The Lighthouse, des choses comme ça. Donc voilà, il est arrivé dans The Batman. Moi, je me souviens très bien. J'ai un pote fan de Batman. Il se dit non, c'est pas. Quand c'était en prod, il disait non, pas possible. Pattinson Batman, ça pourra pas marcher. Comme à chaque fois qu'un nouveau Batman est choisi. Exactement. Pourtant, vampire, Batman. Ouais. Mais Batman, c'est la nuit. Lui, c'était un vampire le jour qui brillait. Le jour. Voilà. Non, mais là, Batman commence. Scène d'ouverture, effectivement, la scène du métro, comme tu dis, extrêmement impressionnante dans un sens. Il arrive à donner à Batman un style que les autres n'avaient pas, qui est ce côté vraiment à la limite de la folie. Et pour toute sa carrière, pour tous ses choix, il arrive à casser son image et arriver à la remodeler maintenant et à devenir Batman. J'avais envie de le mettre en lumière. Ok, très bien, très bien. Qui est le même que Romain pour le coup. Donc voilà ce que je disais, il y a un truc qui se passe, un peu de la magie, ce que vous voulez, ça arrive, c'est comme ça. On vous laisse entre eux, entre vous si vous voulez, il n'y a pas de souci. On vous laisse entre eux. Notre choix commun, c'est Michelle Yeoh. Je te laisse commencer à en parler, Romain. Je sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Elle est vraiment impressionnante. Je sais pas comment dire. En fait, elle incarne à la fois ce côté populaire dans le film où en fait ça peut être Madame Tout le Monde qui n'en peut plus de sa vie, de son mari, etc. Et son mari d'ailleurs qui veut divorcer, etc. Et que du coup, elle l'aime, mais bon, voilà. Et en plus de ça, une personne qui se découvre complètement dans un monde qu'elle n'imaginait même pas qu'il existait, qui a des problèmes d'argent et tout. Enfin, c'est vachement contemporain dans le sens où ça peut affecter énormément de gens en fait au cinéma aujourd'hui, où ça parle de sujets que tout le monde peut vivre, les problèmes d'argent, les problèmes de famille, c'est une famille immigrée chinoise, mais même une famille, même si c'est pas une famille immigrée ou quoi, ça marche. Ah non, mais moi je parle que ça peut être tout le monde. Complètement. Après, au-delà de ça,
c'est très bien aussi par rapport à l'immigration, etc., dans la manière dont ça en parle, notamment vis-à-vis aussi justement des institutions américaines, etc., aussi comment ils sont perçus, enfin notamment le fisc du coup américain. L'actrice, elle joue ce côté confortable et puis tout d'un coup, elle va se retransformer en femme d'action comme elle a pu l'être dans Mémoire d'une geisha, je crois que c'est ça, non, pas Mémoire d'une geisha, comment c'était le film dans lequel elle avait explosé, je ne me souviens plus. Tigre Dragon. Du nom. Tigre Dragon. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Du coup, on la retrouve. Oui, non, mais je suis désolé, les noms, j'ai un peu du mal. Et du coup, on la retrouve tout d'un coup, comme justement dans Tigre et Dragon, où elle va redevenir une femme d'action exceptionnelle tout au long de l'écran et habiter justement le film, en plus du côté émotionnel qu'elle injecte, qui est vachement touchant, parce que pour le coup, on s'attache rapidement à elle dès le début. Elle a une vie tellement misérable qu'on a envie de la prendre dans ses bras et de lui faire des câlins, quoi, parce que entre son mari qui lui annonce qu'il veut divorcer, etc., tout le côté multivers, etc., toute l'action qui se déroule et tout, là, on trouve une autre actrice encore, et en fait, on a l'impression d'avoir plusieurs actrices dans un même rôle, en plus du fait que, oui, forcément, il y en a plusieurs versions d'elle-même, mais c'est juste impressionnant. Elle arrive à donner, on va dire, à chacun des personnages qu'elle incarne, enfin bon, elle-même en plusieurs fois, quelque chose de différent, mais en même temps lié aussi aux autres, et en fait aux autres versions. Et du coup, c'est juste fascinant. L'actrice m'a bluffé. Donc, si elle n'a pas une récompense pour ce rôle, moi, je sais plus là. Les gens, ils n'ont pas de goût, c'est pas possible. J'ajoute, allez voir là, puisqu'on parle de Tigre Dragon, allez voir tout ce que Michel Yeoh a fait avant Tigre Dragon, parce qu'il y a quand même une vingtaine de films pratiquement qui ont été faits à Hong Kong, dans des trucs avec même Jet Li, Cynthia Rothrock aussi. Il y a du wuxia aussi, c'est ça, dans le genre wuxia pian. Ouais, bah c'est ça, et t'as notamment, moi je l'avais redécouvert, je savais plus qui était dedans, j'avais regardé Tai Chi Master, globalement elle était un peu. Elle est aussi dans Shang-Chi. Alors j'ai pas vu Shang-Chi. Mais tu vois vraiment qu'elle est dans une espèce de... On dirait qu'Hollywood la redécouvre en fait en ce moment. Où, pareil, elle est dans le spin-off qui sort là, la série spin-off de The Witcher. Où elle a l'air d'avoir un rôle aussi indépendant. Et tant mieux. Et vraiment ce rôle, c'est vrai qu'elle en parlait. Elle sera dans Avatar en décembre là. Hein. Oui. Elle a eu 3 vies. Elle a eu 3 vies elle finalement. Et elle expliquait du coup que ce rôle, vraiment, quand elle l'a lu, et ce qui est vrai, ce que tu vois à l'écran, c'est que vraiment elle était heureuse, ça lui donnait la possibilité de jouer tellement de choses différentes, enfin vraiment c'était un peu comment dire, une masterclass, mais au vrai sens du terme, de ce qu'elle est capable de faire en tant qu'actrice. C'était une façon de présenter vraiment tous les panels de jeux qu'elle était capable de représenter. Et ouais, non, du coup, c'est un exercice, à mon avis, pour elle, qui a dû être formidable en tant qu'actrice, et qu'elle a réussi à la perfection, vraiment avec grand brio pour le coup. Donc non, ça fait plaisir. Et vraiment, c'est une actrice que j'adore depuis très longtemps. J'ai encore la VHS de Tigre et Dragon pour dire que j'avais acheté à l'époque. Vraiment, ça fait plaisir puis voilà, elle a une classe, un charisme. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, les deux cette année vraiment qui m'ont fait cet effet-là comme ça d'actrice avec pas mal de bouteilles dans le métier qui m'ont fait cet effet-là cette année, c'est elle et Angela Bassett qui vraiment toutes les deux ont crevé l'écran. Oui. C'est vrai que autant j'ai plein de critiques sur Wakanda Forever ou quoi, Angela Bassett, elle défonce la caméra quoi. C'est juste un truc. Oh mais même Laetitia Wright, elle est vraiment bien aussi dedans. Enfin moi j'aime beaucoup l'actrice. Mais au niveau, j'ai pas de critique au niveau des acteurs hein, pour Wakanda Forever. Vraiment le casting est très très bon là-dessus, il y a rien à dire. Mais vraiment Angela Bassett, je trouve qu'il y a un truc au-dessus quoi. Dès qu'elle arrive, elle illumine. Enfin vraiment il y a quelque chose. Elle a une force. Tu vois l'expérience, tu vois. Elle est excellente Elle est excellente dans 911, la série de Ryan Murphy sur Fox. Je l'incarne une flic et dès qu'il y a vraiment de l'émotion, etc., elle envoie un truc, c'est juste hallucinant. Ah ouais, je trouve vraiment. C'est une petite série policière, hein, c'est pas non plus. Mais c'est impressionnant, ouais. Ah, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Et du coup, on va passer à Dylan avec son choix qui va faire plaisir à certains, qui est donc. Dizzy Jones va apparaître là, Joseph Ali. Poum. Et donc c'est. The Rock. Je le dis pour toi, je vais quoi? On attend. Ouais, vas-y. Tu veux te remettre? Tu veux un peu de temps pour respirer?
Donc évidemment pour Knives Out, premier du nom, hein, de Ryan Johnson. Non, je taquine hein, forcément. D'un petit film aussi là qui a pris beaucoup de liberté, adapté d'un roman sur Marilyn Monroe. Voilà, je refais plus la biographie de la personne. Hein. Ana de Armas, j'avais beaucoup de mal aussi à choisir parce que Austin a été très transcendant dans son interprétation. On l'a dit il y a quelques instants. Et elle, ça, ouais. Blonde est dans mon top 4, vraiment top 5 de l'année en film qui m'a fort impacté. Et dans son jeu, pour le très peu que j'ai vu de Marilyn à l'écran, même dans des photographies, etc., saisissant. Je ne saurais pas dire d'autres mots. Rien que de voir les bandes annonces, je voyais Marilyn, il n'y avait pas Ana de Armas. Et là où Austin Butler, il fallait attendre le film pour voir Elvis. Là, c'est encore plus... je saurais pas comment d'autres en parler, tellement c'est Marilyn à l'écran, quoi. Et ça, c'est très, très fort. Voilà. On parlait aussi des voix tout à l'heure pour Austin Butler, Elvis. Là, c'est pareil. Le travail qu'elle a fait sur son petit accent latino, je l'ai pas entendu, quoi. Donc, ou alors c'est moi qui ai des mauvaises oreilles, qui étaient trop omnibulé par ce que je voyais, mais... Un peu au niveau des mimiques, des gestuels et tout ça, on voit bien qu'il y a eu un énorme travail sur tout ça. Et ben, du coup, on a fini avec la partie cinéma. Merci à tous d'avoir été là. Ce fut un grand plaisir de tous vous accueillir et je pense que je laisse le reste pour Déviant, hein, qui a l'habitude de gérer les fins d'émission. Ouais, j'aime bien ce moment un peu cringe quand t'arrêtes le live et puis que, en fait, il y a un temps comme ça avant que vraiment le live s'arrête. Et évidemment, je fais des gros bisous à Muriel et Véronique. On vous dit à très bientôt. Et attention, ça va être ces quelques secondes justement que je teasais cette espèce de mal-être, de malaise quand on ne sait pas si live est encore fini ou pas et que du coup, on est un peu devant la caméra, on se dit est-ce que je peux me réveiller maintenant? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je peux me lever et montrer qu'en fait j'ai pas de pantalon? Je ne sais pas. Donc du coup voilà, vous êtes prêts? Si, allez, vas-y, montre. Non, je laisse le mystère, c'est ça qui compte. Toujours, il vaut mieux laisser rêver les gens. Voilà, chacun y voit ce qu'il veut. Allez, ciao à tous, bonne fin de soirée, on vous retrouve très bientôt. Au revoir.